Bonjour, je me présente, je m'appelle Dany Fred. J'habite en Alsace depuis très longtemps. Disons, la plus grande partie de ma vie, je l'ai passée ici. Je suis arrivée ici, j'avais 23 ans. J'en ai 77, donc ça fait quand même pas mal de temps. Et mon rapport à l'Alsace, d'abord, ça a été, comment dire, je trouvais ça exotique. J'étais dans un village, le village de mon mari, Geisspolsheim-Gare, la Kratz, et beaucoup de gens parlaient alsacien à la Coop, partout dans les magasins, et je me sentais bizarre, je trouvais ça bizarre, et c'était un rapport un peu fantasmé, mais pas désagréable. Je faisais des efforts, je crois que tout le monde fait des efforts pour me parler en français. J'étais la fille de l'intérieur, et on me charriait un peu au début, bon. Et puis, j'y ai trouvé quelque chose que j'ai pas connu dans ma jeunesse. Moi, je viens de Haute-Savoie. Donc, en Haute-Savoie, il y a les montagnes, il y a le lac Léman, enfin, une partie du lac Léman. J'y ai passé beaucoup de vacances et pratiquement jusqu'à 20 ans, 2 mois par an, c'était le bonheur absolu. Je retrouvais mes cousins, des copains, etc. Mais c'est marrant, tout ça a disparu, c'est une partie de ma vie où j'ai aucune nostalgie. Et en fait, l'Alsace qui m'a accueillie, alors, ça a commencé à la Kratz, la famille de mon mari, ma belle-maman, les voisins, Claude Lapointe, qui était notre voisin. Et là, je suis restée 1 an immergée dans le village, avec beaucoup de convivialité, et ça a perduré après, même si on est venu habiter à Strasbourg, parce qu'il y avait les fêtes. Il y avait la fête du basket, la fête du foot, la fête du coquelet, la fête de la choucroute. Et ça, j'ai découvert la convivialité, le goût de la fête, les fêtes chez les cousins. Toutes les fins d'année, il y avait des fêtes qui duraient jusqu'au petit matin. Et j'ai été, comment dire, enveloppée de cette convivialité, de cette gaieté pendant plein d'années, quoi. Et j'ai été engagée à la NPE à Paris. Et je suis restée qu'1 an et j'ai demandé ma mutation à Strasbourg quand mon mari, qui était comédien, a rejoint Jean-Pierre Vincent au TNS en 75. Donc là, une nouvelle vie a commencé à Strasbourg. On est toujours au même endroit, quai des Bateliers, qui est un quai piétonnier pour notre plus grand bonheur. Et on a une vue sur la cathédrale. Enfin bon, cette ville, je sais pas comment dire, je suis amoureuse de cette ville. Je me balade, je fais des photos. Maintenant qu'on a des portables, on peut faire des photos. Je fais des photos des portes, des ruelles, que je trouve qui me font penser à Prague, un peu Mitteleuropa. Et des portes, des terrasses, enfin tout ce qui me semble beau. Et je découvre tout le temps des belles choses. Je trouve tout le temps de nouvelles choses. Et cette vie à Strasbourg m'a vraiment fait découvrir l'Alsace. Et c'est ici que j'ai tissé le plus de liens d'amitié. J'ai d'ailleurs des amis qui ont... C'est là que je pense que le théâtre est en filigrane. J'ai des amis qui ont été interviewés par Michel Fouché pour son spectacle En souffrance. Quel rapport ont les hommes à la grossesse? Et il y a plein d'exemples comme ça où je me dis, mais le théâtre est resté en filigrane toute ma vie. Je suis revenue à Strasbourg en 75, à l'époque Jean-Pierre Vincent, où là, il y a eu de nouveau d'autres amitiés qui se sont tissées. Et j'avais un fils handicapé, donc aussi dans le milieu associatif, qui est assez remarquable en Alsace. J'ai été frappée par la multitude de contacts que j'ai pu nouer dans ce milieu. Je me souviens de Yves Grandidier, qui était éducateur et qui avait un théâtre, la Budig, où on allait chaque année voir le spectacle. Le Barabli, où Bernard m'emmenait, il me traduisait l'essentiel. Donc j'ai vu tous les spectacles du Barabli jusqu'au bout. Les scouts, qui nous ont aidés aussi dans notre association dont j'ai été présidente pendant 12 ans. Et donc voilà, c'est toute une période où j'ai rencontré énormément de gens, où j'ai gardé énormément de contacts avec mes collègues de travail, avec certains usagers de mon travail, et avec tous les gens qui sont passés dans ma vie
Alors je pense en vrac, Jean-Michel Iter de l'Étage, Antoinette Fimelin, Lise Lotham, Jean-Marie Hummel, donc Yves Grandidier que j'ai déjà cité, et des gens de communautés différentes. C'est-à-dire, ce qui m'a frappé en Alsace, outre le tissu associatif, c'était, comment dire, les religions. Moi, je suis laïque, hein, mais les religions qui s'entremêlent. Parce que j'ai rencontré des gens, des protestantes, des juifs, des catholiques, évidemment, mais avec une certaine harmonie. Alors peut-être que je suis dans l'illusion, mais enfin, c'est ce que je ressens, en tout cas. Voilà ce que je voulais dire, disons, de mes premières impressions de fille de l'intérieur. Dans ma région d'origine, la religion n'est pas très présente. Enfin si, il y a des églises. J'avais des copines protestantes à l'école. Mais pour moi, c'était pas quelque chose de très important. Et c'est vrai qu'ici, j'ai été en contact avec des gens qui étaient ou catholiques, comme par exemple le président fondateur de l'association dont je me suis occupée pendant 12 ans, Marc Erhardt, qui était directeur de l'école d'éducateurs et qui en 77 a fondé une association pour l'accueil des adultes en déficients mentaux, donc en déficience intellectuelle, pour les accueillir en dehors de leur travail quand ils travaillent. Et donc, lui, c'était un chrétien. J'ai connu une psychologue qui travaillait dans ce qu'on appelle maintenant IMPRO ESAT, qui est une protestante, qui nous a loué le local où on a l'association. Et elle est protestante, a épousé un ancien prêtre catholique. Et alors j'adore quand elle me raconte les discussions théologiques entre elle et son mari. Et j'ai connu aussi, parce qu'elle fréquentait notre association, des jeunes hébergés dans une association juive, le Buisson Ardent. Ils venaient en petits groupes, par 2 ou par 3. Et là, on savait quand il y avait Pessa, quand il y avait Hanouka, il nous fallait des calendriers pour qu'on connaisse un peu les fêtes. Il fallait qu'ils mangent halal, donc les gâteaux, c'était pas toujours bien. Mais j'ai adoré cette tolérance que moi je ressens. Maintenant, est-ce qu'elle existe vraiment? J'en sais rien. C'est mon vécu à moi. C'est le sentiment d'avoir... j'ai des amis juifs, j'ai les auxiliaires de vie qui se sont occupés de mon fils. L'une était musulmane, l'autre était chrétienne. L'une originaire du Cameroun, l'autre du Maroc. Et je me sentais complètement en harmonie avec leur... elles avaient... Alors Bill, mon mari, qui est alsacien, pur sucre, leur parlait de l'Alsace et leur racontait l'histoire de l'Alsace en leur parlant de l'histoire de France, comment la France est devenue une république laïque. Mais elles sont restées extrêmement fidèles et encore maintenant, elles ont envie de prendre de nos nouvelles, comment on va, de venir nous voir. Enfin, c'est resté des liens profonds. Yvan, à Paris, était dans une association dans le 7e arrondissement. Bon, quand j'y repense, je me dis... Le personnel était sous la coupe d'une dame qui avait un long avec des deux machins. Et je ne suis pas sûre que le travail, c'était un peu, comment dire, compassionnel. Quand je suis arrivée ici, j'ai vu des gens beaucoup plus impliqués, qui avaient un sens de l'écoute, de la solidarité qui m'a beaucoup touchée. Et où les parents étaient inclus. Et je vois ça, mais alors ça se développe maintenant. Quand je vais au Sage à Schiltigheim, je vois des jeunes gens, des jeunes femmes épanouies. Il y en a qui vivent en couple dans des chambres, ce qui était impensable il y a même 10 ans peut-être. Et je vois la liberté de parole. J'avais vu aussi ça au Buisson Ardent. Quand j'allais à des fêtes d'Hanouka, où il y avait le rabbin, où tout le monde courait partout, il y avait cette liberté. Les gens n'étaient pas stigmatisés. Bon, dans ce lieu-là, on espère qu'ils ne soient pas stigmatisés. Ils étaient libres. Ils étaient libres de s'exprimer avec des cadres, bien sûr. Il fallait quand même qu'il y ait un cadre, quoi. Mais oui, j'ai eu... Bon, mais c'est vrai que j'ai pas assez vécu ailleurs pour avoir des repères différents. Donc l'Alsace, pour moi, c'est... Je vais pas dire que c'est le paradis, c'est quand même un peu trop fort, mais disons que j'y ai trouvé des gens passionnants. Des gens merveilleux,
qui m'ont donné beaucoup et je me suis fait énormément d'amis. Bon, je pense que c'est un petit peu normal. Quand on arrive ici à 23 ans et 54 ans après, ben c'est la partie de la vie où on a l'occasion de voir des gens, de tisser des liens. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est la fidélité. Il y a une fidélité au niveau de la famille, au niveau des collègues que j'ai connus, avec qui j'ai aussi fait du théâtre. Moi, je vois l'Alsace faisant partie de l'Europe. Alors ça, pour moi, c'est peut-être plus que d'autres régions. Probablement plus que tout ce qui est à l'ouest, ce qui est dans le sud. Peut-être parce qu'il y a le fait que l'Allemagne soit si près. Quand je vais en Allemagne, je me sens pas vraiment à l'étranger. Je sens... D'abord, on est très bien accueillis, on y mange très bien. Bon. Non, l'Alsace, pour moi, ça me fait penser à d'autres pays, comme Prague, comme Strasbourg, comme Prague, comme des villes de l'Est, ou du Nord, comme les villes de Hollande, là où j'étais voir une expo Vermeer. J'ai pas de... Alors, Alsace par rapport à la France, je voudrais pas... Non, mais je devrais pas dire ça, que l'Alsace change. Je voudrais qu'elle reste dans son jus, c'est-à-dire avec tout ce que j'aime, que je ne retrouve pas forcément ailleurs. J'adore les traditions. Moi, je m'arrête quand j'étais au truc du goût, la place Gutenberg, les gars, il y avait un orchestre. J'ai dit, jouez-moi un Rhinelander, parce que j'ai adoré danser le Rhinelander. Et c'est ce que j'ai découvert aussi. Ici, c'est encore la fête. Hein. C'est encore la fête, le Rhinelander que j'ai appris. Bah, ça ressemble à la polka, et j'ai adoré danser ça avec Bill, avec mon mari. L'Alsace dans la France, c'est à part. Certainement plus à part que toute autre région. Alors l'histoire de l'Alsace, quand je suis arrivée, j'ai eu le choc de comprendre que ma belle-mère a été une jeune veuve, parce que son mari a été embarqué avec les malgré nous, et qu'elle s'est retrouvée, il a été envoyé sur le front russe, il y est mort, il avait un petit garçon, donc mon mari qui avait 4 ans et demi, 5 ans, qui a pratiquement pas de souvenirs, et cette femme s'est trouvée veuve à 27 ans. Et j'ai reçu en plein cœur le chagrin, que je ne pouvais même pas imaginer. Qu'est-ce que c'est de perdre son mari quand on a 27 ans dans une guerre, et une guerre où il était lui-même embarqué de force, où il a essayé d'y échapper, mais le beau-frère qui a voulu le mutiler au dernier moment n'a pas eu le courage de le faire. Et donc il est parti en août 44, il est reparti en août 44 et il est mort, enfin il a eu une dernière permission et il est mort tout de suite après, parce que c'était déjà... Et cette femme, ce chagrin qui était... Et j'ai découvert un peu qu'est-ce que c'était que la souffrance qu'ont dû vivre beaucoup d'Alsaciens au travers de ces malgré nous. J'ai appris après, j'ai été visiter le Struthof et j'ai appris plein de choses. Je me suis intéressée, j'ai vu des conférences sur la fac de Strasbourg concernant les expériences sur les corps, sur les cadavres, enfin des trucs. C'est le docteur Georges Federman qui m'avait dit venez à ce film qui avait été fait par je crois qu'il s'appelle Toledano, le réalisateur. Et donc j'ai appris en Alsace ce que pouvaient être les horreurs de la guerre, qui étaient les victimes de la guerre, que mon mari était orphelin de guerre avec pupille de la nation. Et il y a eu plein de conséquences. Par exemple, quand il était de la génération qui est partie en Algérie, il n'a pas été envoyé en Algérie, Dieu merci, mais
il y a des... C'était à l'époque, c'était pas encore la guerre, c'était les événements d'Algérie. Et je me souviens, il a eu un officier qui lui a dit « Fred, vous pourriez aller comme enseignant en Algérie ». Il avait passé des tests et il allait partir comme enseignant en Algérie. Et il y a un gradé, colonel, qui lui a dit « Fred, vous ne devez pas partir, votre mère a perdu son mari, voulez-vous qu'elle vous perde aussi? C'est trop cruel. » Et donc, il n'est pas parti. Donc, il y a eu plein de résonances comme ça dans le temps sur cette histoire dramatique. D'ailleurs, le manque l'absence du père, je sens bien que c'est quelque chose de dramatique. C'est quelque chose dont on ne guérit jamais. Parce que si j'avais eu un père, si mon père avait pu m'aider dans mes études, j'aurais fait des études. Alors je lui dis, mais de quoi te plains-tu? Tu as eu une carrière, tu as fait des très belles choses. Oui, mais j'aurais pu faire des études d'ingénieur, de médecine, et je n'ai... Bon, voilà. Mais je lui dis, il n'y a rien à regretter. Tu as fait un métier que tu as aimé. Bof, bof. Toujours en parlant de la guerre et de ses conséquences, mon mari, qui était à l'époque acteur au TNS, il était, je crois, en tournée avec le Misanthrope. Il était en tournée en Pologne. Et il a saisi cette occasion pour essayer de retrouver l'endroit où étaient enterrés, en fait, les soldats allemands, puisque son père avait l'uniforme allemand. Et on lui a mis... Bon, je crois que la Pologne était encore, à l'époque, dans le giron russe, enfin... Oui, donc il a eu un guide qui ne parlait pas français, lui ne parlant pas polonais, mais le guide a su l'emmener à l'endroit où il y avait les tombes des Allemands qui ont été tués dans ce lieu dont j'ai oublié le nom, Katowice, je ne sais pas si c'est l'ancienne Silésie, je ne sais pas exactement géographiquement où c'est, mais ce chemin qu'il a fait là-bas a été bénéfique parce qu'il avait des souvenirs, hein, il avait des objets de son père qui ont été retrouvés sur son corps, le portefeuille taché de sang, enfin bon, le truc, c'est terrible. Hein. Et cette démarche adulte d'aller sur la tombe du père l'a en quelque sorte pacifié. Même s'il a eu envie de revenir sur l'histoire. Il a eu envie de revenir sur cette histoire. Je ne sais pas si c'était une bonne idée. Je me souviens d'un journaliste de France 2 qui lui a dit « Croyez-vous qu'on puisse faire une psychanalyse sur un plateau de théâtre ?» Et effectivement, après avoir écrit et joué le Containmensch, mis en scène et joué le Containmensch, qui était quand même un hommage à Germain Müller, mais où il avait entremêlé des faits de son histoire personnelle. Par exemple, le calendrier de sa mère, où il y avait marqué à la Libération « Zu spät für uns », trop tard pour nous. C'était quand même... Et effectivement, je me souviens très bien de la réflexion de ce journaliste, parce qu'après, quand il a fallu reprendre le Containmensch, il n'y avait plus de jus, plus de force. Il n'a même pas pu reprendre le deuil Sieyès à Electre. C'était à l'époque Martinelli qui était directeur du TNS, parce qu'il a sombré dans une profonde mélancolie. Et c'était une incapacité physique de repartir. Et là, je ne savais pas quoi faire, je le voyais en train de mourir. J'ai été voir un psychiatre, j'ai dit « Qu'est-ce que je fais ?» Il m'a dit « Vous le prenez par la main, vous l'emmenez voir un psychiatre. » Et j'ai envoyé depuis mon boulot des fax à ce psychiatre pour lui expliquer la situation. Il doit reprendre un spectacle. Il ne pourra pas. Voyez-le, essayez d'entendre sa douleur. Et évidemment, il ne voulait pas y aller. Et j'ai fait ce que m'a dit le psychiatre. Je l'ai pris par la main et je l'ai emmené. Et là-dessus, le psychiatre m'a fait chercher au bistrot, au salon de thé, parce qu'il pleurait sans pouvoir dire un mot. Et c'était douloureux, plus pour lui que pour moi, mais j'étais impuissante, quoi. Et là, ce psychiatre, c'était le docteur Veta, merci à lui. En quelques séances, il a réussi par palier à lui dire « Vous ne pourrez pas reprendre le dossier à Electre, prévenez les producteurs qu'ils vous remplacent. »
Et après, il devait reprendre le Containmensch en tournée en Allemagne et dans toute l'Alsace. Enfin, je pense que c'était quand même une tournée relativement importante. Et il n'était toujours pas capable. Et je pense que ce qu'il avait réveillé comme douleur, il était tombé dans une mélancolie profonde, une dépression profonde. Et ce psychiatre, le docteur Veta, au bout de plusieurs séances, lui a permis de passer au travers. Il m'a dit, écoutez, soit on l'hospitalise, ce qu'il voulait, plus ou moins. Il m'a dit, écoutez, il va redormir et il va remanger. Il suffit d'être patient. C'est ce qui s'est passé. Et baladez-le, bon. Mais c'était quand même un truc très profond, hein, très très profond. Et que je comprends vraiment bien, j'imagine bien avoir vu sa mère hurler dans la rue quand elle a appris, il était petit. Mais c'est des trucs qui restent profondément ancrés, hein. Et donc, là, ce psychiatre m'a dit, et je me souviens, cette dépression est pas partie complètement. Elle revenait à chaque épreuve. Je me souviens, quand il a dû jouer le faiseur de théâtre, il a été très anxieux. Parce que c'était comme une épreuve technique difficile. Mais je me souviens, Jean-Pierre Vincent, Bernard Chartreux, j'ai quitté mon boulot, je suis partie à Lyon, la première avait lieu au TNP, et je me souviens, il lui disait, bon, l'ambulance est en bas, qu'est-ce qu'on fait? Et il a dit, renvoyez-la. Mais c'est un truc, c'est comme une seconde, quoi. Et là, le TNP lui a envoyé quelqu'un le soir, un médecin, qui parlait avec lui un peu, et qui lui a permis de surmonter cette terrible angoisse qu'il avait, qui était remontée à la surface. Et c'était quand même pas très loin de l'histoire du Containmensch. Et c'est vrai qu'il y avait lui tenait beaucoup à cœur, mais il a peut-être pas anticipé qu'il allait plonger dans des choses. Le calendrier de sa mère que le TNS avait fait reproduire avec les dates. Hitler avait fait une fête des animaux en 1944 ou quelque chose comme ça. Il y avait la date, la fête des animaux. Enfin, ça paraît assez incroyable. Et même adulte, si on revient sur une souffrance qui est peut-être bien enfoncée comme ça, et qu'elle ressort, ça a une dynamique, hein. Et bon, je suis contente qu'il en soit sorti. Mais cette histoire les souffrances... Alors, je connais plein de personnes qui ont eu des histoires comme ça, qui en sont revenues. Le papa de mon amie Hélène Schwaller, qui en est revenu. Le papa de mon amie Micheline, qui était une collègue de la NPE, qui a écrit un livre là-dessus. Qu'il a vu d'ailleurs publié avant de partir. Et c'est des parcours, les survivants ont eu des parcours incroyables, traverser des pays entiers, survivre. Moi, on a de la peine à imaginer. C'est quand on lit leurs témoignages qu'on se dit, mais c'est pas possible ce qu'ils ont vécu. Et on se dit, il y a peut-être des gens qui s'imaginent encore que leur mari ou leur père est quelque part dans un pays où il a perdu la mémoire, où il peut pas revenir, ou des trucs comme ça. Oui, quand je parle de mon mari et de la douleur qu'il a ressentie d'être privé de père, c'est la douleur de beaucoup de veuves qui sont veuves de personnes malgré nous, ce qu'on appelait les malgré nous, et il y a les orphelins de ces malgré nous, enfin orphelins au moins de père, qui ont dû se construire sans père. Et je pense que ça, c'est un des drames centraux de l'Alsace, hein, encore aujourd'hui.